Alors, sans transition, comme on dit dans le métier, c'est un tout autre invité, mais aussi de marque que je vais recevoir de ce côté-là. On était côté Plateau TV, et puis là, on va passer du côté du Late Show, et donc j'appelle Renaud Delsol, s'il veut bien venir nous rejoindre. Je t'invite à prendre place par là-bas, il doit y avoir un petit micro. Eh bien, donc, merci de nous rejoindre, Renaud. Donc, c'est bien. Moi, j'ai une autre vision comme ça de la salle, en étant de ce côté. Renaud, tu es dans le groupe depuis 22 ans. Tu es spécialiste du test logiciel depuis à peu près 17 ans, je crois. Oui, c'est ça. 2005, hein, que tu as dû démarrer. Tu as fait beaucoup d'encadrement d'équipe. Tu as créé aussi des centres de services. Ton rôle vise aujourd'hui à accompagner des clients sur leur trajectoire testing, si j'ai bien tout compris. Tu aimes particulièrement apporter ton conseil, ton expertise sur les situations que tu rencontres. Mais il y a 6 mois, allez, on va dire 8 mois, puisque tu me l'as bien rappelé, la dimension sustainable, donc du coup on va dire tout ce qui est durabilité, la prise en compte de l'environnement, est quelque chose qui t'est apparu comme une évidence. Et alors ça, moi, ça m'a un peu interloqué. Pourquoi c'est apparu comme une évidence? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je pense que j'ai été, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, très sensible en fait à tout ce qui est impact sur la planète, biodiversité, et climat. Et j'ai eu l'opportunité en fait d'intégrer un groupe de travail. Ça, c'était donc les 6 ou 8 mois en arrière, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est bien ça. Donc, c'était au sein de Sogeti, c'était donc oui, c'est ça. C'était au sein de travail Sogeti. Interne. Un travail interne, oui, avec des collaborateurs en France et puis aussi en Inde. D'accord. Et alors, donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quel était peut-être ce projet et pourquoi cette dimension sustainable, tout d'un coup, est apparue plus forte? En fait, il y a une initiative donc, qui a été prise dans laquelle j'ai intégré ce groupe pour quelque part construire un module qui permettra après de faire des assessments autour de cette dimension sustainable dans nos travaux. D'accord, qui a un nom particulier, Quality Blueprint, c'est ça? Oui, on en reparlera après, ouais, Quality Blueprint. On peut même y aller maintenant, si tu veux bien. Moi, je veux bien, effectivement, qu'est-ce que c'est que l'offre Quality Blueprint? En quoi elle consiste? En 2 mots, c'est un assessment testing un peu plus large, comme le précisait aussi Régis, qualité au sens large, dans lequel on a intégré en fait la dimension sustainable. D'accord. Et donc, du coup, il y avait 2 raisons essentielles en fait, qui t'ont amené à ça. Quelles sont-elles, en fait, ces 2 raisons qui t'ont amené vraiment sur... À travailler là-dessus. Oui. Alors déjà, l'opportunité qu'on m'a donnée pour intégrer le groupe de travail. Le fait aussi que je parle anglais, donc ça peut aussi aider entre la France et l'Inde. Comme je te le disais, mon implication et mon intérêt sur ces sujets. Et puis aussi, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans la transformation des organisations au niveau testing. Donc, quelque part, je me suis aussi rendu à l'évidence que cette dimension sustainable, elle s'intégrait dans cette dimension de transfo. Alors, je crois qu'en parallèle, tu me rappelais quand on a préparé, il y a aussi l'impulsion qui a été donnée par Ayman Ezzat, notre CEO, avec 2 objectifs précis et que tu as retenus. Lesquels sont-ils? 2 objectifs qui sont quelque part qu'on pourrait afficher derrière notre bureau. Donc, c'est l'objectif qui a été clairement annoncé par Ayman Ezzat, notre CEO, c'est d'avoir 100% des collaborateurs du groupe Capgemini certifiés quelque part sur le numérique responsable. On parle bien de certification et de formation. Donc, ça fait quand même presque 350 000 collaborateurs aujourd'hui à travers le monde, donc ce n'est pas une pécadille. Et le deuxième engagement, c'est aussi le fait de pouvoir contribuer au travers de tous les travaux qu'on mène chez différents clients à travers le monde à diminuer l'empreinte de tonnes de CO2 émis de l'ordre de 10 millions d'euros. Et du coup, dans cette allocution, en fait, et on en parlait tout à l'heure, Ayman Ezzat a insisté beaucoup sur le fait d'avoir un diagnostic, de poser un diagnostic et aussi de définir une stratégie. C'est bien ça par quoi il faut commencer, en fait. Quand on parle de tests, de développement, d'intégration, on est toujours obligé de faire un état des lieux, un diag, et ensuite de faire des préconisations et un plan d'action pour le mettre en œuvre. La stratégie permet toujours effectivement de fixer des objectifs et de définir un petit peu comment on fait les choses. Alors, sustainability, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Tu nous as pris un exemple, je crois que c'est le milieu automobile, avec 2 images totalement différentes. D'un côté, on est dans l'usine et sur les chaînes de fabrication. De l'autre côté, on est vraiment sur l'usage. On fera pas de publicité pour la marque. C'est du placement produit, hein, en fait, tout ici. Mais alors, pourquoi ces 2 univers et quel rapport avec la sustainability? En fait, ce qui était intéressant, c'était d'essayer de clarifier peut-être ce qu'on peut imaginer autour d'un produit et autour de sa fabrication. Donc, quand on parle de quality engineering, souvent,
on parle de fabrication. Voilà. L'idée avant de rentrer peut-être dans le détail sur la partie IT, c'était de dire on a besoin quelque part d'avoir une vision sur la qualité d'un produit en tant que fabrication. Donc là, vous avez l'image d'une voiture qui se construit au fur et à mesure sur une chaîne de montage, qui nécessite des ressources humaines, des outils, donc un minimum d'industrialisation et puis un processus de fabrication et donc de qualité intégrée. Et donc là, ça veut dire qu'à chaque étape... À chaque étape, on va avoir des contrôles qualité pour voir... Une prise en compte, du coup, de la dimension. Vérifier que la portière elle est bien mise au bon endroit, que la peinture est de la bonne couleur, etc. Donc il y a une checklist quelque part de contrôles qui se sont faits. Voilà, donc ça, c'est une partie importante quelque part de la chose. Donc, et on a justement l'industrialisation de ce processus de fabrication, testing, s'applique à ces enjeux. Et la sustainability en termes de caractéristiques produits, là par contre c'est plus dans l'usage d'un produit, dans une voiture, un bateau, voilà, donc d'application. À chaque fois d'un univers à l'autre, on va parler réduction de la consommation d'énergie par exemple, empreinte carbone, chaque stade on peut aller chercher. Et si on ramène un peu dans le domaine du logiciel informatique, qui est vraiment ton domaine, ta partie, qu'est-ce qu'il en est en fait? Où c'est qu'on retrouve la dimension durabilité, prise en compte de l'environnement et logiciel informatique? Des fois, je pense que c'est un peu pas forcément évident en fait de faire le lien. Ok, alors, tiens, tu peux peut-être passer à la slide suivante. Passer à la slide suivante. Voilà. Je mets bien la voiture à droite. Ouais, on aurait pu rester dessus, mais dans la partie IT, pour faire assez simple, je dirais, même si le schéma est peut-être moins, on va dire l'activité informatique est régie par des normes, des procédures. Et donc, vous avez la norme ISO 25010 qui existe depuis 2011 et qui définit quelque part 8 caractéristiques qualité pour la construction d'un produit. Et à côté de ces caractéristiques qualité, on a, un petit peu comme on parlait de l'usage d'un véhicule qui peut différer selon les utilisateurs, les différents contextes, on va avoir la qualité aussi, des caractéristiques, mais en termes d'usage. Donc c'est pour ça qu'on sépare un petit peu les deux. Alors, est-ce qu'on peut prendre des exemples, peut-être pour que tout le monde s'y retrouve? Si on parle, je sais pas, un ou deux exemples dans l'un et l'autre des domaines caractéristiques qualité et caractéristiques d'usage. Si je te dis l'efficience, par exemple, là, on est plutôt dans quel domaine? On est plutôt sur la qualité d'usage. D'accord. Quelque part, c'est par rapport à l'investissement en temps, en moyens, qu'on va mettre ça pour travailler la qualité au regard de ce qu'on en expecte en résultat. Voilà. Et si je te dis satisfaction? La satisfaction client, c'est clé du point de vue de la qualité logicielle, aussi parce que justement, les utilisateurs peuvent être pas forcément ceux auxquels on pensait. Ça reste une problématique de cas d'usage qui peut être quelque part plus large que ce qui avait été imaginé par l'équipe de design. Donc là effectivement, on était sur les critères d'usage. Tout à fait. La partie gauche, effectivement, du slide. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, là, avec Sophie et Charles-Henri, on a vu combien c'était majeur, en fait, jusqu'à ces notions de qualité d'usage, de restitution. Est-ce que tu peux prendre deux exemples sur, par exemple, les critères de qualité au niveau du produit? Ouais, moi, ce qui m'intéresse au titre de la sustainability, c'est surtout, par exemple, la performance. Donc aujourd'hui, comme on va regarder un petit peu tout ce qui est performance de consommation quelque part d'une application mobile, par exemple, sur la batterie, donc tout ce qui est émissions, CO2, consommation d'énergie, donc ça c'est... Et là, il y a des exemples très concrets côté client avec des déploiements? Ouais, il y a des exemples assez concrets. On a surtout des partenaires aujourd'hui qui sont des éditeurs de solutions. Je pense à GreenSpector, mais pas que, qui produit quelque part une solution qui permet de mesurer l'empreinte carbone d'une application mobile. Donc avec pas mal de références, en tout cas en France, mais pas que. Donc du coup, on l'a vu, l'ensemble de ces critères. Pour y arriver, en fait, on a défini une méthodologie, il me semble, chez Sogeti. C'était le slide que tu voulais qu'on passe, pour effectivement découvrir que la sustainability, finalement, c'est trois sous-domaines, en fait. L'environnement, le social, l'économique, c'est ça qu'on doit lire un peu dans ce slide. Ouais, t'es allé un petit peu avant, t'as été un petit peu rapide. Un petit peu rapide. Ouais. Je peux pas revenir en arrière, si, je sais pas. Dis-moi si. Ouais, vas-y, appuie sur le bouton. En arrière. Hop là, voilà, oui, pardon, excuse-moi. Ouais, non, juste en deux mots, en fait, il y a l'année dernière, dans la 3e édition du bouquin qui s'appelle Quality for DevOps Teams, qui est quelque part la bible du testing, on va dire état de l'art. On a juste rajouté quelque part des caractéristiques, qualité d'usage sur la sustainability, sur les trois axes que sont tout ce qui est empreinte environnementale, donc autour de l'émission et la consommation d'énergie.
au travers de tout ce qui est autour de l'économie, donc tout ce qui est quelque part investissement et retour sur investissement de la partie financière. Et le troisième axe, c'est sur la partie sociale. D'accord. Et donc c'était là où je voulais en venir. Effectivement, comment tout ça va se décliner en fait dans le domaine du logiciel informatique? Et ça, c'est le slide suivant, si je ne me trompe pas. Effectivement, j'étais allé à peine vite. Voilà. Alors, comment ça va se décliner? En fait, c'est sûr que, comme je te le disais, ça fait plus de 15 ans que je travaille sur la transformation de ces organisations et la construction de trajectoires testing. Et finalement, je me suis rendu compte, au travers de cette expérience de travail de groupe qui a duré quand même pas mal de semaines, que finalement, tout ce qu'on voulait mettre en œuvre, ça avait quelque part, ça concourait aux mêmes objectifs. Réduction des coûts, amélioration de la qualité, etc. Donc le fait d'être un peu plus... l'agilité même, quelque part, va dans ce sens-là. Et donc du coup, on a des impacts concrets? Des impacts concrets, oui. L'objectif, quelque part, c'est en déployant des pratiques durables, quelque part, sur le processus, on va pouvoir utiliser normalement moins de ressources, ou en tout cas les réallouer sur d'autres activités. Voilà. On a aussi l'objectif de la qualité logicielle, c'est de produire des choses qui donnent satisfaction, qui embarquent moins de défauts. On peut avoir aussi une empreinte financière moindre en diminuant le coût de la maintenance corrective, en embarquant moins de défauts dans le logiciel. Donc, voilà. Et est-ce qu'il peut y avoir des risques? Je sais quand on a préparé, tu me disais avec l'arrivée des IA par exemple, on pourrait effectivement être confronté à des choses un peu nouvelles, un peu... Ouais, je pense qu'il faut être un petit peu vigilant sur la façon dont ça peut être utilisé pour ne pas créer quelque part de distorsion, de discrimination dans la sphère sociale. Alors, en préparant aussi, tu me disais, on ne peut pas parler sustainability sans qualité. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? De la sustainability. Oui. En fait, ouais, je voulais revenir un petit peu sur le World Quality Report, donc la 15e édition qui est sortie. On en parlera peut-être un petit peu après, mais il y a 5 domaines, effectivement, sur la partie sustainability, sur lesquels on va regarder principalement. Il y a tout ce qui traite au niveau de l'organisation, de la culture. Donc ça, c'est pour moi le plus important. Tout ce qui touche autour de l'humain. Et puis après, si tu veux, on va avoir des choses un peu classiques sur la stratégie de test, sur tout ce qui est patrimoine de test, tout ce qui est artefacts. Les outils, les environnements et puis l'automatisation. Alors, j'ai pas les slides. Je crois que tu avais un slide notamment sur effectivement le World Quality Report et puis 2 séries de stats. Mais je les retrouve pas là dans la présentation. Ils sont peut-être juste après ou sinon on peut C'est juste après, tu crois? Peut-être, faut regarder. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a un léger petit souci. Ok, non, c'est clair, on les a passés. Ou alors, je l'ai encore trop vite. Hop, désolé. J'ai un petit problème de zapette. Hop. Non, mais on l'a pas. Non, mais on l'a pas. Et ben on va le faire. Coup, ces 2 séries de stats, qu'est-ce qu'elles montraient exactement? Alors effectivement, Marc en parlait un petit peu tout à l'heure. Ce que j'ai retenu en fait de ces statistiques, il y avait la première, c'était sur il faut retenir que 2 tiers quelque part des personnes interviewées, ça représente environ 2 tiers de 1500 personnes, indiquaient qu'il y avait une prise de conscience sur le fait que les enjeux de la sustainability dans le testing avaient un impact sur eux-mêmes, leurs collègues, leurs clients. Voilà. Et qu'il y avait environ 38% des personnes interrogées qui pensaient aller engager dans les 12 prochains mois des actions concrètes sur cette partie sustainable dans le testing. Et la deuxième série de statistiques, elle portait notamment sur les priorités en fait que les clients a priori. C'est ça, sur la priorisation, sur quels sont les sujets. Donc il y en avait 2 que j'ai retenus. Le premier, c'est quelque chose assez pragmatique, à savoir la mesure. Donc on est encore quelque part dans quelque chose qui n'est pas encore mature dans notre industrie. Donc l'idée, c'est de savoir d'où on part. Donc d'avoir des dashboards, des indicateurs qui permettent de savoir, par exemple, toutes les applications d'un périmètre ici pourraient être mesurées avec l'empreinte carbone. Alors justement, on sent que les DSI ont besoin en fait de mesurer, c'est ce que tu es en train de dire, avant de mettre en place en fait de nouvelles pratiques. Oui, c'est ça, avant de mettre en place. On voit bien que ça, c'est après. C'est d'arriver au testing durable, c'est ça? C'est ça. Donc la première étape, c'est savoir d'où on part, on mesure, et ensuite on va peut-être se poser des questions sur comment, quelque part, on va pouvoir mettre en place des pratiques durables. Donc ça rejoint, toujours pareil, l'idée du diagnostic et de la stratégie. Et alors, du coup, si je te demande, quels sont les buts concrets en fait de tout ça, si tu devais en retenir 2? Les buts concrets de cette mise en place du testing durable? La mise en place du testing durable, c'est d'arriver à faire des économies d'échelle et à avoir quelque part je dirais un testing plus vertueux.
Alors, si on parle d'approche chez Sogeti, justement, qu'est-ce qu'on préconise en fait pour y arriver? Il y a notamment 5 domaines, je crois, sur lesquels il faut venir appuyer. Donc, et donc là, on revient sur les avis, slides, après, c'est ça? C'est encore après? Ouais, c'est ça. On est désolé, hop, petit souci technique, mais voilà, c'est bon. Ouais, donc en fait, ces 5 domaines, qu'est-ce qu'ils décrivent? Ouais. En fait, il faut avoir une vision de prisme quelque part sur ces 5 domaines. Donc le premier, c'est sur l'organisation, sur la culture, sur comment est-ce que les personnes quelque part se challenge, se committent par rapport à ces enjeux du sustainable. Ça c'est vraiment le plus important. Ouais, ça c'est le plus important. C'est une prise de conscience. C'est comme dans les actes quotidiens, dans notre vie personnelle. Là, on est dans la sphère pro. Voilà, je suis développeur, je suis testeur, je suis product owner. Voilà, je vais quelque part devoir m'engager et agir durablement dans mes pratiques professionnelles. La deuxième bonne pratique, c'est la mise en place d'une stratégie de test. On l'a dit, stratégie. Ouais, là, c'est effectivement, encore une fois, c'est plutôt du processus. On se fixe des objectifs et on voit comment les atteindre. Le troisième domaine, ça concerne le patrimoine, c'est ça, patrimoine de test, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout ce qui traite quelque part de la base de test, donc les cas de test, les anomalies, la documentation, tout ce qui permet de capitaliser. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de bien structuré, de bien rangé, de maintenable, comme Nord et Régis en parlaient un petit peu avant. Voilà, on a besoin d'avoir un patrimoine maintenable et utile, voilà, de ne pas avoir quelque chose qui enfle trop. Le quatrième domaine, ce sont les outils et les environnements de test. Oui, classiquement, voilà, on a besoin d'avoir des outils qui soient, on va dire, green, un peu. Donc une utilisation plutôt cloud qu'on-prem, si on peut. Et après, on est dans l'automatisation, c'est ça? Ouais, juste sur les environnements, ce qui est important, c'est d'avoir des choses qui soient aussi qui tiennent compte de cette consommation d'énergie. On est sur parfois des écosystèmes avec beaucoup d'environnements. Donc c'est un peu comme si on gardait des salles allumées toute la nuit. Alors, il n'y a personne. Justement, peut-être que pour nous, clients, je vais me mettre dans la peau d'un client Sogeti, peut-être que de temps en temps, tout ça m'apparaît un peu comme une montagne infranchissable. Du coup, par où je commence? Comment on fait pour démarrer? En fait, on peut démarrer de manière assez simple. Ça pète. Ouais, voilà. En fait, aujourd'hui, donc le groupe de travail que j'ai intégré a permis de définir, donc de construire ce module sustainable qu'on a embarqué dans l'offre Quality Blueprint. Donc, si on se connaît bien, si on travaille ensemble depuis déjà quelques temps, ça va aller assez vite. On peut très bien dérouler, on va dire, un mini assessment en mode standalone. Donc là-dessus, on va passer quelques interviews, on va passer du temps avec les équipes et en quelques jours, je dirais que le tour est joué pour au moins avoir cette photo et cette... Et alors, on va imaginer qu'on se connaît relativement bien. Si tu avais déjà des exemples de recommandations que tu pouvais donner là à la salle, ça serait quoi en fait s'il fallait en retenir 2, 3? Des recommandations d'action à mettre en place concrètement? Oui. Ça serait d'arriver par exemple à mettre en place un indicateur sur le fait suivre le nombre d'employés qui sont objectivés avec des objectifs sustainable dans leurs activités pro. S'il fallait en retenir un deuxième? Ou un métrique, ou des métriques? D'utiliser le ratio d'outils dans le cloud et pareil le ratio d'environnements qui disposent quelque part de switch on, switch off pour pouvoir justement éteindre si on n'est pas dans le cloud. D'autres indicateurs comme ça, essentiels, qu'il faudrait arriver à suivre pour vraiment sentir qu'il y a une progression et une prise en compte au sein de... Comme on le disait tout à l'heure sur la partie empreinte carbone des applications. Et ce qui est intéressant, c'est si on arrive à corréler le suivi d'une empreinte carbone par application avec aussi le suivi des empreintes carbone des collaborateurs qui concourent à la construire, on a quelque part un ensemble assez cohérent finalement d'indicateurs à suivre. Voilà. Et on se sent quelque part soi-même investi d'une mission du point de vue perso et global au niveau de l'équipe quand on construit et qu'on maintient l'application. Alors, ça paraît une montagne, mais juste peut-être en termes de conclusion, puisqu'on arrive au terme de cet échange, il y a 2 idées forces en fait que tu retenais quand on a préparé. Tu m'as dit il faut regarder loin, il faut regarder en fait pour les nouvelles générations, nos enfants, et retenir surtout, il y a quelque chose d'important, que c'est gratifiant en fait de mettre en place des actions pour lutter effectivement de manière efficace contre le réchauffement climatique, etc. Chacun à notre niveau, on peut agir. Tu voulais finir aussi sur un beau projet, une belle image. Solar Airship, par exemple. C'est ça. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques mois. Donc, le projet dans lequel Capgemini est présent, qui s'appelle donc Solar Airshift One, qui vise quelque part à construire un ballon dirigeable qui va faire le tour de la Terre en 20 jours, 40 000 km à 6 000 mètres d'altitude. En énergie solaire.
Voilà, uniquement en énergie solaire. Et donc, je me suis dit que si, quelque part, ça a pour objectif de révolutionner un petit peu en tout cas, le trafic aérien, enfin le transport aérien. Donc, je me suis dit, si dans le transport aérien, on est capable de fabriquer des choses comme ça, pourquoi pas l'industrie du logiciel, du test en tout cas, pourrait aussi s'engager dans une voie complètement verte. Et voilà. Donc, je me suis dit, passer de l'assessment à cette transformation, si on peut transformer l'essai, ce serait beau. Eh bien, c'est tout le mal qu'on se souhaite les uns et les autres. Merci beaucoup, Renaud. Merci.